Tous et bienvenue à la Terre de l'Histoire, je suis Guillaume, votre tavernier, et aujourd'hui nous embarquons dans un voyage olfactif à travers le temps, car nous explorons l'histoire des parfums. C'est parti! Notre voyage commence au pays des pharaons, où le parfum n'était pas seulement une odeur, mais une passerelle vers le divin. Le parfum n'était pas un luxe, c'était une offrande sacrée et un moyen de communier avec les dieux eux-mêmes. Le mot même parfum trouve ses origines dans le latin perfumum, signifiant attraire la fumée ou par la fumée. Cette étymologie renvoie à l'ancienne pratique d'utiliser de la fumée parfumée pour communier avec les dieux. Pour les anciens Égyptiens, le parfum était bien plus qu'une simple odeur agréable, c'était l'essence même de la divinité. Les parfums étaient souvent désignés comme la sueur des dieux, symbolisant leur présence divine parmi les mortels. Cette connexion doit nous rappeler la profonde signification spirituelle du parfum dans les cultures anciennes, notamment en Égypte. Il ne s'agissait pas simplement de masquer les odeurs ou d'embellir la beauté, mais d'un acte sacré, un moyen d'invoquer le divin et de rendre hommage aux dieux. Alors que nous voyageons vers l'ouest, nous arrivons au cœur de l'Empire romain, où le parfum prend de nouvelles dimensions d'opulence et de sophistication. À Rome, le parfum n'était pas seulement un ornement personnel, c'était un symbole de richesse et de statut, ornant empereurs et élites. Les Romains ont hérité de leur amour pour les parfums des Grecs et des Égyptiens, adoptant leurs pratiques et les imprégnant de leur style unique. Les matrones patriciennes se parfumaient avant de sortir le soir, tandis que des empereurs comme Caligula et Néron faisaient arroser du parfum dans leurs bains privés. Les Romains étaient également pionniers dans l'art de la parfumerie, perfectionnant des techniques telles que l'enfleurage et la distillation. Des bouteilles en verre, avec leur design complexe et leurs bouchons, sont devenus des récipients populaires à partir du IIIe siècle pour stocker et afficher des parfums précieux. La reconstitution ci-après vous montrera comment un parfum se fabriquait à l'époque romaine. Pline l'Ancien, dans son ouvrage fascinant l'histoire naturelle, a montré comment les Romains utilisaient leurs parfums à l'époque impériale. C'est également lui qui a documenté l'utilisation de parfums venus d'Égypte, de Chypre, et même d'un parfum provenant de rhizomes d'iris venus de Corinthe. Les parfums doivent leur nom les uns à leur lieu d'origine, les autres au sucre qui les constitue ou aux arbres qui les fournissent. D'abord, il faut savoir qu'à leur égard, souvent la mode et la faveur ont changé. Le plus estimé était celui de l'île de Délos, puis celui de Mendès, provenant d'Égypte. Le parfum d'iris de Corinthe a longtemps eu la vogue, puis celui de Cyzique. Il a été de même pour le parfum de rose Phasélis, prééminence qui fut enlevé par Naples, Capoue et Préneste. On prisa longtemps par-dessus tout le parfum de safran de Solès en Cilicie, puis celui de Rhodes, le parfum aux fleurs de vigne de Chypre. Quant au parfum de Énée, on prisa celui de l'île de Chypre, puis celui d'Égypte. Deux éléments entrent dans la confection des parfums, la partie liquide et l'essence. La première, la stigma, est surtout composée d'huile. La seconde, le hélisma, l'est de substances odorantes. Un troisième élément est la couleur, que beaucoup négligent. Pour la coloration, on utilise du cinabre. On ajoute de la résine ou de la gomme pour fixer l'odeur de l'essence, laquelle, sans cette addition, se perd et s'évanouit rapidement. En 1996, l'Osmothèque à Paris entreprit la tâche monumentale de recréer un parfum mythique, le parfum royal, s'appuyant sur des textes anciens et sur des découvertes archéobotaniques et archéologiques. Initialement fabriqué pendant l'apogée de l'Empire romain, le parfum royal était une exclusivité de la maison impériale et de la haute société romaine. Il était composé de 27 ingrédients, notamment de la cannelle, des résines arabiques, des épices et d'autres ingrédients précieux. Le résultat en fut un parfum langoureux et capiteux qui évoquait la grandeur et l'héritage de Rome, et c'est un témoignage durable de la parfumerie romaine, conservé actuellement dans les réserves de l'Osmothèque, qui est le conservatoire international des parfums disparus. Alors que l'Empire romain commençait à s'effondrer, les parfums ont trouvé refuge dans les couloirs retirés des monastères médiévaux et les cours luxueuses de l'Europe. Les moines ont gardé les secrets des fragrances, tandis que les cours royales se baignaient dans des essences exquises, une transition parfumée entre deux époques tumultueuses.
Les moines médiévaux ont méticuleusement catalogué et cultivé une grande variété de plantes dans les jardins des monastères, reconnaissant leur potentiel pour traiter différents maux et différentes maladies. Ces jardins, qu'on appelait des jardins de simples ou des jardins d'herbes, étaient en quelque sorte des pharmacies vivantes, fournissant aux moines les ingrédients nécessaires pour leur concoction médicinale. Les moines étaient de véritables botanistes et pharmaciens, maîtrisant des techniques telles que la macération, l'infusion et la distillation, pour extraire les composés actifs des plantes. Ils ont expérimenté différentes combinaisons et différents dosages, mettant au point des traitements pour toutes les fièvres et les infections, les troubles digestifs et les affections cutanées. Les érudits chrétiens des premiers temps ont dénigré le parfum, le jugeant superficiel et pécheur. Cependant, lors des croisades, une fascination renouvelée pour les parfums exotiques venus de l'Orient est née. Les chevaliers européens, explorant les terres lointaines, ont été captivés par les traditions parfumées du monde islamique, stimulant ainsi leur intérêt pour cette forme d'art olfactif. Les chevaliers européens sont venus de la Terre Sainte chargés de trésors nouveaux, parmi lesquels des huiles aromatiques, des bois parfumés et surtout les roses et l'eau de rose perfectionnée par les érudits islamiques comme Avicenne. Les croisades ont également déclenché une compétition entre les érudits islamiques et européens, chacun cherchant à percer les secrets de la distillation. Les érudits islamiques avaient initié la technique de la distillation à l'eau, tandis que les érudits européens comme Villeneuve de l'Université de Montpellier ont réalisé des découvertes révolutionnaires dans la distillation alcoolique. Les roses, surtout les roses de Damas, sont devenues très populaires pour leurs parfums enivrants et leurs nombreux usages. La noblesse européenne les cultivait dans des jardins magnifiques et distillait leurs pétales pour créer des parfums raffinés. Dans le cours médiéval de l'Europe, les parfums étaient non seulement utilisés pour leur senteur, mais également pour leurs propriétés curatives. C'est ainsi que l'un des premiers parfums enregistrés, connu sous le nom de Eau de la Reine de Hongrie, a une histoire légendaire qui débute au XIVe siècle. La légende dit que Élisabeth de Hongrie, devenue reine de Pologne par la suite, a acquis ce parfum par l'intercession d'un ange ou par l'acquisition auprès d'un alchimiste cherchant l'élixir d'immortalité, et pour le but de conquérir le cœur d'un homme plus jeune, alors qu'elle avait 72 ans. C'est pour vous dire. Ce parfum, selon les sources primaires, était composé de romarin, de mélisse et de lavande infusée et distillé dans de l'alcool et utilisé de manière constante entre le Moyen-Âge et les temps modernes pour des propriétés de rajeunissement et curatives depuis le XIVe siècle jusque le règne de Louis XIV. À la fin du Moyen-Âge, les parfums étaient devenus omniprésents dans les cours et la société européenne. Des pommandets remplis d'huile aromatique et d'épices ornaient les robes des jeunes femmes, tandis que des flacons de parfums sophistiqués ornaient les tables des banquets. Émergeant des ombres du Moyen-Âge, nous pénétrons dans le monde vibrant de la Renaissance française, où la passion d'une reine pour le parfum va laisser une marque indélébile dans l'histoire. Le mécénat de la reine Catherine de Médicis va transformer durablement le panorama de la Renaissance en Europe. La reine Catherine a joué aussi un rôle crucial dans la cultivation des herbes aromatiques et des fleurs, établissant des jardins parfumés à ses résidences royales. Ces jardins servaient de réserve botanique pour les parfumeurs qui utilisaient le produit de ces jardins pour créer de nouveaux parfums à son effigie. Alors que la Renaissance est déployée, l'art de la parfumerie continuait d'évoluer, avec des artisans perfectionnant des techniques telles que l'enfleurage pour capturer des parfums de plus en plus complexes et délicats. Les parfums sont devenus non seulement un symbole d'élégance, mais aussi le reflet du pouvoir et de l'influence. C'est dans ce milieu de sophistication olfactive que des figures telles que le cardinal Mazarin ont émergé, leur appréciation pour les fragrances luxueuses, façonnant les goûts et les tendances de leur époque. On dit que le cardinal Mazarin aimait porter des parfums et des huiles parfumées dans le cadre de sa routine quotidienne. Sa préférence pour les fragrances luxueuses était notée par ses contemporains qui le décrivaient comme le prince des senteurs subtiles. Bien que les fragrances et produits parfumés spécifiques du cardinal Mazarin ne soient peut-être pas bien documentés, son appréciation pour les parfums et les luxes parfumés ont contribué à la popularité croissante de la parfumerie en France au XVIIe siècle. Son héritage perdure dans l'association durable entre le luxe, le raffinement et les fragrances. Alors que l'influence du cardinal Mazarin déclinait, une autre figure notable émergeait sur la scène parfumée de l'histoire, rien de moins que le célèbre roi Soleil lui-même. Tout comme son prédécesseur, Louis XIV avait une profonde appréciation pour l'art de la parfumerie, bien qu'avec ses propres préférences et intérêts uniques. Louis XIV, le roi Soleil, était connu pour son amour du luxe et de l'opulence. Il était particulièrement friand du parfum de l'essence de fleurs d'oranger, appelée aussi essence de néroli, utilisée à l'époque pour leurs propriétés purifiantes et médicinales.
Louis XIV utilisait souvent l'eau infusée à l'essence de néroli comme parfum personnel et comme remède contre divers maux. Il croyait que le parfum du néroli avait un effet purifiant sur l'air et pouvait aider à éloigner une maladie infectieuse, y compris la peste. Alors que l'Ancien Régime cédait sa place à une nouvelle ère de pouvoir impérial, le parfum continuait de jouer un rôle significatif dans la formation des nouvelles normes sociales. Napoléon appréciait beaucoup les qualités revigorantes et toniques de l'eau de Cologne qui était formulée à partir d'oranges, d'agrumes et d'aromates. On sait que Napoléon accordait beaucoup d'importance à son hygiène, c'est pour ça qu'il appliquait très généreusement l'eau de Cologne sur ses cheveux, sur sa peau, sur ses vêtements et même sur ses chevaux durant les campagnes militaires de l'époque napoléonienne. Des cours raffinés de France, de l'Ancien Régime aux empires, notre voyage nous conduit aux collines ensoleillées de Provence, où la ville de Grasse fleurit en tant que cœur battant de la production de parfums depuis l'époque de la reine Catherine. Avec la croissance de la demande de parfums au XVIIIe et XIXe siècle, Grasse est devenue un pôle de production de parfums, attirant des artistes et des artisans qualifiés de toute la France. Aujourd'hui, Grasse reste à l'avant-garde de l'industrie mondiale du parfum, produisant certains des parfums les plus recherchés du monde, tels que le Chanel numéro 5. Ces parfumeurs continuent à s'inspirer de la beauté naturelle et du patrimoine de la ville, créant des parfums qui reflètent l'essence de la Provence à travers le monde. Alors, nous avons fait un voyage à travers l'histoire de la parfumerie, depuis les rituels mystiques de l'ancienne Égypte jusqu'aux cours extravagants de la Renaissance. Mais accrochez-vous car le voyage n'est toujours pas terminé. Nous avons encore quelques anecdotes amusantes à vous faire avoir et quelques recommandations de livres à vous renseigner. Alors, accrochez-vous car le voyage au cœur de la parfumerie n'est toujours pas terminé. Alors que nous associons principalement le parfum à des connotations liquides, les Égyptiens, eux, avaient développé des formules solides sous la forme de cônes à parfum. Alors, ces cônes étaient faits à partir d'huile, de résine et de matière parfumée et étaient posés sur la tête. Alors, avec la chaleur, le cône fondait et libérait progressivement son essence et sa fragrance et était utilisé plutôt par les prêtres et par l'aristocratie, par la maison royale, et ajoutait une touche de luxe et de sacré à la pratique du parfum pendant l'ancienne Égypte. On a retrouvé des moules coniques et des cônes à parfum intacts dans des tombes, et ça nous a permis d'apprendre plus d'informations sur le parfum à l'ancienne Égypte et aussi sur les origines de la parfumerie et la signification qu'elle a eue dans cette période très ancienne de l'histoire de l'humanité. Alors non, le parfum n'a pas toujours été associé aux théories de genre, que ce soit la masculinité ou la féminité. Alors, historiquement parlant, comme on a vu dans notre voyage, le parfum a toujours été apprécié et utilisé de manière égale par les hommes et par les femmes. Et le concept de fragrance genrée est arrivé bien plus récemment avec les théories de marketing et l'idéologie patriarcale qui fait qu'il y a une différenciation entre parfum pour hommes et parfum pour femmes. Alors, l'industrie moderne du parfum a été modifiée et transformée et influencée par les théories du genre et le patriarcat, ce qui a donné comme conséquence d'avoir une industrie différente pour hommes et pour femmes. Preuve en est, les publicités pour parfum pour hommes et parfum pour femmes, qui veulent faire passer de différentes valeurs entre guillemets, on montre d'autres images, d'autres visuels, et également on fait passer des différents messages. Maintenant, la tendance actuelle étant des parfums qui sont moins genrés, je l'espère en tout cas, et qui soient soit unisexes, soit non-binaires. Alors, pour continuer à apprendre sur l'histoire du parfum, je peux vous conseiller 3 ouvrages. Alors, le premier, c'est un classique, hein, je vous le montre un peu plus comme ça. C'est le plus ancien, c'est l'histoire naturelle. J'ai la collection Follow Classique dans l'édition Poche de chez Gallimard de 99. Ici, pourquoi Pline l'Ancien? Puisque c'est un historien, un naturaliste et un encyclopédiste romain du 1er siècle, après notre ère. Et on le connaît ici, Pline l'Ancien avait fait toute une collection, une encyclopédie en fait naturelle de plantes, d'animaux, de coutumes ou de techniques en fait qui avaient cours à l'époque romaine et même anciennement puisqu'il avait compulsé pas mal de manuscrits grecs et romains de l'époque républicaine et même antérieure. Et dans le livre 13, comme j'ai pu vous le
faire signaler un peu plus tôt dans la vidéo, il avait fait un chapitre exclusivement sur le parfum, sur le type de parfum et sur les modes à l'époque. Les Romains, comme on l'avait vu, aimaient beaucoup les parfums, soit qui venaient de Chypre, de Grèce ou d'Égypte. Alors, la deuxième référence que je peux vous conseiller, c'est une collection plus contemporaine. Hein. C'est une collection qui est faite pour les gens du commun, mais aussi pour les spécialistes, et qui est faite par les plus grands spécialistes du sujet, notamment Jean-Claude Héléna et toute l'équipe de l'Osmothèque et de la collection Nez. C'est celui-ci. Donc, c'est les carnets des naturels des collections Nez, et qui existe en deux formats. Ici, moi, j'ai la version un peu plus compacte, hein, ici, comme vous voyez, sur les plantes à parfum. Il existe de toutes sortes, hein. Moi, j'en ai plusieurs, sur la tubéreuse ou sur la fleur d'oranger, qui est très beau, en fait, qui est très esthétique. La collection, en plus, c'est un peu en relief, ici. Même l'arrière est super bien fait. Et une collection un peu plus esthétique en compact, mais qui existe également en grand format, ici par Nez et Simpar. Donc, ici, la collection de poche est très bien faite, puisqu'elle est, comme je dis, esthétique et aussi qualitative. À l'intérieur, on a ici des cartes et même ici des infographies et des photos en très haute qualité. Par exemple, ici, c'est celui sur la fleur d'oranger, sur les chiffres, sur certains aspects de la culture de la fleur d'oranger. On a ici un chapitre sur l'histoire de la cultivation de la plante, toujours intéressant, et également aussi, voilà, et également sur sa culture. Alors, c'est un livre une collection qui est très bien faite pour nous, en fait, pour les gens du commun, mais également pour ceux qui s'intéressent un peu plus à l'histoire du parfum et de sa transformation, pour avoir toute la chaîne opératoire, en fait, depuis la plante jusqu'au parfum quand elle arrive en boutique. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des schémas un peu plus spécifiques, par exemple ici sur la transformation de la plante en absolu ou en huiles essentielles de fleurs d'oranger, ou alors sur d'un point de vue plus technique, sur les techniques plus chimiques ou physiologiques de la transformation de la plante à parfum. Alors, il existe beaucoup de volumes de cette collection. Moi ici j'en ai quelques-uns, mais qui est vraiment super belle, parce que ça fait très bien dans une bibliothèque d'avoir ici une petite collection en fait de livres de plantes à parfum, et chaque fois en une couleur différente, mais toujours dans la même structure d'idées. Alors, il est disponible également, cette collection-là, en format grand format, et fait par Nez et Simpar. C'est une collection bilingue, en français comme en anglais. À l'intérieur de l'ouvrage, vous avez par exemple prenons un truc, la cardamome, hein, ici. Vous avez également le nom, la fiche d'identité. Ici, vous avez une photo en grand format. Et également, le texte est bilingue, bien en français que en anglais. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez ici, vous avez 3 parfums qui sont faits avec la plante en question. Par exemple, ici, j'ai pris le chapitre sur le jasmin grandiflorum, le numéro 5, et aussi 2 autres parfums qui ont été faits avec cette note en particulier. Et chaque fois, vous avez ici le texte en anglais ou en français. Alors, c'est un ouvrage en grand format, donc qui est encore disponible. Et point de vue prix, en fait, ils sont accessibles aussi sur leur site. La collection compacte est à 19, je pense, au jour d'aujourd'hui. Et la collection ici en grand format est à 30, je pense, au jour d'aujourd'hui. Et vous pouvez l'avoir sur leur site internet et aussi en librairie. Vous demandez à votre libraire la collection Nez en parfumerie, et ils sont encore disponibles à la commande, normalement. Et le troisième référence que je peux vous renseigner, c'est un livre un peu plus spécial. C'est L'art du parfumeur, qui a été fait à l'époque napoléonienne. Donc c'est un livre un peu plus spécial puisqu'il date de l'époque napoléonienne. Il a été édité en 1801.
et donc qui est un livre qui n'est plus accessible en format physique, mais soit vous pouvez l'avoir si vous voulez le faire imprimer par les services de la BNF, et ce sera un fac-similé qui coûtera un peu plus cher, et sinon il est disponible au téléchargement sur archive.org et aussi de la BNF. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Alors pourquoi ce livre en particulier? Parce que c'est une source primaire, comme on avait vu pour notre ami Pline. C'est une source primaire dans la mesure où, c'est une source primaire dans la mesure où ça nous apprend comment le parfum était apprécié et recensé et fabriqué à l'époque napoléonienne. On l'avait vu pour l'eau de Cologne, mais il y a eu beaucoup d'autres qui ont été faits à l'époque napoléonienne. Et ce livre qui a été fait par le parfumeur personnel de l'empereur mettait en place dans ce livre toute une série de techniques, de plantes à parfum qui étaient utilisées et de recettes qui ont été refaites, notamment celui de la reine de Hongrie qu'on en parlait tout à l'heure. Alors, ce livre est vraiment une source très intéressante pour tous ceux qui aimeraient savoir un peu plus sur l'histoire du parfum, notamment au 19e et à l'époque napoléonienne. C'est une très bonne source. Alors, je mettrai quelques autres références dans la description de la vidéo pour que vous puissiez un peu plus vous documenter sur le sujet. Et voilà, cette vidéo sur le parfum est terminée. J'espère que vous avez apprécié les tatouages sensuels au fil de l'histoire. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Et pour plus d'aventures historiques et de critiques littéraires, n'hésitez pas à me rejoindre ici à la Terre de l'Histoire. Soyez curieux. Salut, salut!